Dans notre rubrique Confraternellement aujourd'hui, l'infodémie ou les travers des médias en cette période de pandémie du coronavirus, le journaliste culturel Alassane Cissé sera là pour nous en parler. Le tourisme sénégalais est déjà très impacté par la maladie qui chasse les touristes. Comment notre pays compte-t-il s'en sortir? Moustapha Kane, des professionnels du tourisme et l'invité de Coin Éco, entretien avec Momodou Ndiaye. Bouillon Culture, le théâtre en question entre un passé glorieux, un présent quasi inexistant et un futur incertain. Oussama Monique Sagna nous en parlera également. Ailleurs A nous conduira d'abord à Saint-Louis pour parler du bras de fer entre pharmaciens et services du commerce à propos du contrôle des officines. Ensuite à Canicor, village sénégalais frontalier avec la Guinée-Bissau, un vrai modèle de gestion des ressources naturelles. Le diplomate en ligne ce soir, Adama Wade, le directeur du magazine Financial Afrique, commentera les mesures prises par la BCEAO en relation avec l'Association des professionnels de banque pour faire face au Covid-19. Votre nouvelle rubrique Tranche de vie, handicapé avec 4 enfants à charge, Ibrahim Bildi, l'endurance à toute épreuve. Et puis nous nous acheminerons tranquillement à pas de tortue vers le portrait de l'animal de la semaine. Bienvenue dans le monde des tortues. L'infodémie, un mot qui est apparu avec la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde. C'est simple à comprendre. Depuis son apparition en décembre en Chine, des informations circulent sans que leur véracité ne soit prouvée. Plusieurs idées reçues font souvent office d'information. Certains médias, y compris les plus sérieux, échappent ou n'échappent pas à ce qu'on appelle l'infodémie. Suivons ce dossier réalisé par Awa Diop et Augustin Mandan. La pandémie du coronavirus a touché tel ou tel pays. La peau noire pourrait mieux résister face au virus. Le virus ne survit pas dans un climat chaud. Tant de fausses informations sur la maladie à Covid-19, des infox partagés sur la toile et parfois même repris par certains médias. Et dans ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle infodémie, comment la presse peut-elle faire le tri entre le vrai et le faux? C'est très facile de distinguer le vrai du faux parce que les critères d'une information fiable sont reconnus et sont appris à l'école. Et dans les salles de rédaction également aussi, on rappelle ça tout le temps. Donc, si vous êtes en face d'une information, si c'est vraiment une information en ligne, vous avez les éléments pour faire les vérifications nécessaires, appeler les contacts qu'il faut et même en ligne, voir disons, un peu remonter les sources de l'information d'abord et confronter avec d'autres comptes, n'est-ce pas, voir si les autres en parlent ou pas et se faire une religion. Maintenant, si effectivement d'autres en parlent, vous remontez la source et vous essayez de contacter ceux qui ont donné cette information-là. Là, vous serez fixé si c'est une information avérée ou fausse. Et dans cette situation de crise sanitaire mondiale, les fake news sont aussi un fléau qui se propage en même temps que le virus. Il appartient donc aux journalistes de faire appel à la philosophie cartésienne, premier réflexe journalistique. Et là, je parle de risque encore. C'est-à-dire que quand bien même que c'est une, une information, un média sérieux, n'est-ce pas, qui livre l'information, cela ne vous dédouane pas d'être, n'est-ce pas, de douter. Comme disait Descartes, quoi. Donc, le doute cartésien doit toujours traverser, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, du journaliste qui se dit, écoute, oui, j'ai fait confiance à la source, mais quand même, la confiance n'exclut pas, n'est-ce pas, disons, n'exclut pas, disons, le contrôle. S'en tenir à la source première, la meilleure façon de ne pas tomber dans l'infox. Nous savons notre rôle et notre responsabilité par rapport à cette pandémie et nous faisons tout pour éviter, en tout cas, de propager des rumeurs, de propager des fake news. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qu'il faut dissocier de la presse en ligne. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est WhatsApp, Instagram, YouTube et tout. Et il y a des citoyens qui sont là-bas, qui ne croient peut-être en rien
et qui tentent de véhiculer une information contraire. Et comme disait l'autre, la bêtise persiste toujours. Bakary Domingo Mané ne mâche pas ses mots pour qualifier ceux-là qui jouent avec la santé publique. La toile, ce qui la caractérise, de mon point de vue, c'est un espace de liberté. Mais une liberté sans fin, malheureusement. Parce que chacun se cache derrière son anonymat, n'est-ce pas, pour dire des choses. Parce que, évidemment, vous me direz que la technologie est tellement avancée qu'on peut traquer quelqu'un, même si son identité n'est pas visible comme ça. Mais non, ça, c'est la responsabilité, n'est-ce pas, des tenants du pouvoir, de pouvoir faire ce travail-là. Mais dans tous les cas, quel que soit le filtre, n'est-ce pas, qu'ils vont poser là, les fake news sont là. Parce que simplement, voilà quoi, donc comme je l'ai dit, c'est un fou qui va se cacher derrière, n'est-ce pas, son écran et qui déconne quoi, voilà. Donc on a beaucoup de cons dans la planète et malheureusement, ça apparaît encore vraiment à travers la gestion du coronavirus. Les théoristes du complot, les remèdes naturels ou même des préceptes religieux contre le coronavirus, la pandémie n'échappe pas aux fausses informations, à tel point que plusieurs grandes plateformes Internet ont décidé de collaborer ensemble pour combattre les fake news sur la Covid-19. Au Sénégal d'ailleurs, l'État prévoit des sanctions pour décourager ceux qui tenteraient de diffuser des fake news sur la maladie. Alassane Cissé, bonsoir. Bonsoir. Infodémie, un mot qui fait son apparition avec le coronavirus. Finalement, même l'information est coronisée aujourd'hui. Absolument, l'information est coronisée, l'information est infectée, l'information est également contractée par le virus. Mais d'emblée, il faut que les professionnels de l'information fassent preuve de vigilance, fassent preuve de prudence, et en se basant sur la vérification, le recoupement des informations et aussi faire preuve de rigueur pour vous dire on est dans une situation particulière dont la gravité est avérée. Et pour moi, les professionnels de l'information doivent se baser sur une seule source, c'est la source du ministère de la Santé qui communique chaque jour. Parce que ce ministère de la Santé a des éléments fiables, des éléments vérifiables, parce que c'est ce ministère de la Santé qui est sur les 2 sites, à Dakar et à Touba, avec les agents, avec les spécialistes en santé, qui remontent l'information vraie. Il n'appartient pas aux journalistes, je donne un exemple, de dire qu'il y a un cas confirmé sans que cela ne vienne d'une source médicale. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Je vous donne un exemple. Ce qui est arrivé au Téléthon, une véritable chaîne de solidarité des médias, ITV, oui. 2STV, Walf TV, 7TV. Ce qu'on a remarqué, le préposé pour voir sur le site dit il y a 10 cas guéris à Touba. Voilà. Ça a échappé parce que c'était en direct. Absolument. Et actuellement, les résultats montrent que c'est pas ça. Oui. Et donc, les médias doivent renouveler de vigilance. Oui. Parce que même les médias professionnels, Lisa Faye l'a dit, les médias professionnels peuvent être même trompés ou bien peuvent être même de certaines informations peuvent les échapper. Donc les gens doivent faire preuve de vigilance. L'autre élément non moins important, mais c'est une situation, comme on dit, sensible, bien que les professionnels n'aiment pas le mot, mais on est dans une situation de guerre. À une situation de guerre, une communication exceptionnelle. Ce n'est pas une situation de non-guerre où on peut se permettre de la liberté. Mais on est dans une situation où, à la place du mot liberté, moi je préfère le mot responsabilité. C'est une responsabilité collective, une responsabilité collégiale, où la gestion même de l'information et de la communication doit être une gestion aussi bien publique que privée. Vous êtes en train de dire que même une information vérifiée, une information vraie, doit passer par certains filtres. Absolument. Une information vérifiée, si elle ne passe pas sur des filtres sûrs, l'information peut être biaisée. Ah oui, on peut vérifier des informations, mais avec quelle source? On peut faire des recoupements des informations, mais avec quelle source? Même si c'est des sources proches de l'institution qui doit donner la vraie information, ce n'est pas sûr.
en termes de... Parce que c'est l'impact qui est grave. L'impact qui est grave en ce sens que, si vous prenez le cas de l'hôpital de Rufisque, l'infox est passé sur les réseaux sociaux, les familles des patients de cet hôpital, d'autres patients qui sont hospitalisés naturellement pour d'autres maladies, sont venus prendre leur malade et partir. Or, c'était une fausse information. C'est ça, c'est l'impact qui est grave. Parce que l'impact est grave d'autant plus que ça peut créer de l'affolement, ça peut créer de la panique, ça peut créer d'une psychose extrême, au point que c'est ça qui amène le débordement. Oui. Et donc, on est au moment où les gens doivent être concentrés sur leurs responsabilités, sur vraiment la vérification de l'information, et c'est d'avoir une seule source, d'autant plus que cette source-là communique régulièrement. L'autre débat, Alassane Cissé, c'est le débat sur l'anonymat. Il est vrai, on dit qu'il ne faut pas révéler les noms des malades parce qu'ils risquent d'être stigmatisés, mais en même temps, on voit des stars elles-mêmes du football ou dans d'autres secteurs révéler qu'ils ont été contrôlés positifs. Ou hier, on a annoncé la mort d'un grand dirigeant d'un grand football, club de football dont le nom a été révélé également. Mais le débat sur l'anonymat, comment le régler dans ce genre de circonstances? Le débat sur l'anonymat ne doit pas être un débat universel. Même si c'est un débat universel, les particularités existent. Les réalités existent. La réalité socio-culturelle du Sénégal est fondamentalement différente de la réalité en Espagne, en Italie. En quoi faisant? C'est pourquoi je pense que le comité même de gestion de cette communication, il y a des anthropologues, il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des spécialistes de santé, entre autres. Ça veut dire, ici au Sénégal, la stigmatisation est grave. Ouais. Annoncer des noms, annoncer même des régions, annoncer même des particularités, annoncer extra, ça crée de la stigmatisation. Ce qui est arrivé à Ouakam. Quelqu'un qui quitte un pays étranger, qui vient, et l'entourage commence à dire oui, extra. Et il a porté plainte. Donc, compte tenu de notre réalité socio-culturelle, l'anonymat pose problème. Donc, il faut les protéger, il faut protéger les sources, mais il ne faut pas qu'on se base sur l'anonymat pour balancer, parce que c'est compte tenu de nos réalités socio-culturelles. Justement, vous êtes un journaliste culturel. L'autre réalité socio-culturelle, c'est que la maladie est vécue comme une honte par certains. On a vu ce cas de cette personne qui a été testée positive et qui a fui, qui a ensuite été rattrapée. Oui, et c'est pourquoi il faut une overdose de sensibilisation sur les mesures, en disant que cette maladie n'est pas une maladie de honte. Cette maladie, celui qui l'attrape doit se signaler. Cette maladie attrape des religieux, attrape des stars, comme vous l'avez dit, attrape des ministres, attrape des anciens présidents de l'Assemblée nationale, attrape tout le monde. Ce n'est pas une maladie de la honte. C'est une maladie qui peut être stabilisée. Donc, dès qu'on le contraire, on doit signaler les services de santé pour épargner sa famille, épargner ses enfants, épargner la société. Et c'est pourquoi, moi, j'approuve ce que font les médias actuellement, en donnant la parole à des experts, à des urgentistes, à des sociologues, comme Djibi Diakhaté, donc à des responsables comme Moustapha Diakhaté, je l'ai écouté, et à des Bamba Ndiaye, et ça c'est extrêmement important. Il faut donner la parole à des responsables et à des spécialistes qui peuvent jouer le rôle. C'est parce que c'est compte tenu des niveaux. Et actuellement, le niveau 1, c'est ça, il faut communiquer sur ça. Et le niveau 2, la communication, certainement, va changer. Mais ce qu'on dit, on doit tout faire. Heureusement, il y a des sanctions par rapport à des propos irresponsables, etc. Il faut tout faire dans la dynamique de la communication, qu'on sache qu'on est dans une situation de crise, pour ne pas dire de guerre sanitaire, et qui nécessite une communication responsable, une communication minutieuse et une communication multisectorielle. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, quand vous regardez la communication autour de cette pandémie du coronavirus? Est-ce que vous pensez que les autorités sénégalaises s'en acquittent bien en termes de communication? À mon avis, oui. À mon avis, ils ont réussi, d'abord dans un premier temps,
a contacté les responsables des médias, vous, a contacté le CNRA, a contacté les chefs religieux, etc. Et que tout le monde, tous les médias attendent, à mon avis, l'information journalière de ce comité de gestion de cette crise. Et c'est extrêmement important. Et si cette communication était multipliée, ce serait grave. Donc il faut qu'il y ait une seule source. Et je pense que l'État a pris ses responsabilités pour avoir une seule source d'information et que les médias diffusent en même temps cette source d'information. Maintenant, il appartient à médias, pour preuve d'innovation, de créativité, d'inviter des experts, de faire des reportages dans le cadre d'une vaste sensibilisation. Dernière question, aujourd'hui, vous l'avez dit, aucun secteur n'est épargné. Le virus peut apparaître partout. Par rapport aux entreprises de presse, aux organes de presse, quelles dispositions, à votre avis, il faudrait prendre, il faudrait envisager pour éviter la promiscuité? Voilà. Disposition, il faut faire comme les Chinois. Comment utiliser les technologies, le télétravail, réduire le nombre de reporters sur le terrain, utiliser Internet, utiliser vraiment les nouvelles technologies, réduire, et maintenant les entreprises de presse doivent se conformer aux mesures de prévention. Se laver les mains, etc., la distance comme on a eu, respecter les distances, etc. Mais il faut absolument, là où on demande éviter les rassemblements, éviter les regroupements, il faut au niveau des entreprises, avec le télétravail, avec les nouvelles technologies, éviter d'utiliser le nombre de reporters sur le terrain. Et donner le bon exemple. Donner le bon exemple. Bon. Tout en sachant que parfois la source est là, l'information est là. Maintenant, il leur appartient de faire des reportages, ou bien des commentaires, ou bien d'inviter des experts sur les informations sourcées par le ministère responsable de ce travail. Entre autres mesures prises par ITV, j'imagine que cela doit être également le cas des autres télévisions. On ne s'est pas maquillé pour faire cette émission. Oui, j'ai vu qu'il n'y a pas le maquillage. Pour le moment suspendu. Et je vous félicite ITV aussi du contenu riche aussi des informations par rapport à cette situation. Merci Alassane. Merci beaucoup. Journaliste culturel. Merci. Et on profite de cette occasion aussi pour rendre hommage à Moumoudou Ndiaye Dos, qui est décédé, un journaliste brillant et très cultivé. Et aussi par votre voix, ITV, et par la voix même du ministère de la Culture, de la Communication, du gouvernement, du peuple sénégalais, des forces vives aussi de la nation. Qu'on présente nos condoléances à Bougane Gueye Dany, au groupe des médias, parce que Ndiaye Dos faisait un travail extraordinaire dans le secteur de la presse. Tout à fait. Nos sincères condoléances à sa famille, au groupe des médias, comme vous venez de dire, et à l'ensemble de la famille de la presse. Repose en paix Moumoudou Ndiaye Dos. Coin Éco, plus de 110 pays sont affectés par la maladie du coronavirus. Le secteur du tourisme est touché de plein fouet par la pandémie. Le nombre de touristes dans le monde devrait baisser de 3% en 2020, selon l'Organisation mondiale du tourisme, avec la fermeture de ses frontières et l'annulation des vols touristiques. Le Sénégal n'échappera pas aux conséquences économiques de la pandémie, un secteur qui constitue la deuxième source de devises du pays. Cependant, l'État pourrait faire appel aux banques pour que le tourisme ne sombre pas sous l'effet du coronavirus. Cheikh Hassan Affal nous en parle. Le coronavirus n'a pas que paralysé des malades. Il a, par la même occasion, mis à l'arrêt la majorité des mouvements de personnes de par le monde, jouant un sacré tour au secteur du tourisme, ainsi qu'à ses acteurs. Le monde du tourisme tremble en fait. Les gens maintenant fuient carrément les voyages. Toutes les personnes qui étaient là pour le tourisme, les personnes qui avaient déjà réservé des billets d'avion pour les vacances sont en train d'annuler. Présentement, plus personne n'achète de billets. Au contraire, les gens qui achètent des billets préfèrent se faire rembourser. Le temps de voir comment les choses vont s'améliorer. Dans cette agence de voyage de la place, c'est le calme plat. Ici, les effets de la Covid-19 sont clairement perceptibles,
avec des annulations et des remboursements qui s'enchaînent. Économiquement, on sent une baisse parce que dans cette période, nous ne faisons que des remboursements et ça fait ça crée un petit problème au niveau des finances. Un impact économique qui pourrait s'accentuer un peu plus, voire même s'étendre à d'autres branches liées au tourisme si la maladie continue sa propagation alarmante. Le secteur touristique au Sénégal occupe autour de 7% du PIB. Donc un phénomène de ce genre qui occasionne des restrictions pour les voyages et les déplacements des biens et services, ça joue forcément. Tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, la restauration et dans l'agroalimentaire, donc c'est une chaîne qui sera vraiment affectée. Et nous savons qu'au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui s'activent dans ce secteur-là. Le chef du département d'économie de la FASEC qui pense que certains acteurs du secteur pourraient même d'ici à 2 mois déclarer la faillite. Pour ne pas en arriver là, le professeur conseille à l'État de faire appel aux banques et autres institutions financières pour aider le secteur à tenir le coup. Le système bancaire doit intervenir dans cette crise-là. Nous avons au sein de l'UEMOA d'une manière générale un secteur bancaire qui est surliquide. Donc il faudra mettre à contribution le système bancaire pour soutenir toutes ces entreprises-là d'une manière générale et les hôtels et autres en particulier. Mais il ne faut pas exclure qu'il y ait quand même des faillites au niveau du secteur touristique si cette pandémie-là dure plus de 2 mois. Même s'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact complet de la COVID-19 sur le tourisme mondial, les premières estimations de l'Organisation mondiale du tourisme sont plutôt inquiétantes. Celles-ci indiquent que le nombre de touristes dans le monde devrait baisser de 3% en 2020, ce qui devrait se traduire par une perte estimée de 30 à 50 milliards de dollars en dépenses de touristes. Et les pertes pourraient être encore plus importantes si l'épidémie devait perdurer. Le tourisme face au coronavirus, notre invité Moustapha Kane, secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal. Bonsoir Moustapha Kane. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou. Je vous laisse entre vous. Voilà et bienvenue à M. Kane qui évolue dans le secteur du tourisme depuis plus de 25 ans. Il connaît donc le secteur du Bourg-Sédois et sans doute cette crise également, il sent le besoin sans doute d'en parler puisque les paramètres commencent à fuir justement simplement parce que la crise s'enfonce. M. Kane, depuis le temps que le coronavirus s'est installé depuis la Chine, après l'épicentre s'est déplacé vers l'Europe et maintenant on pense que la prochaine étape va être l'Afrique. Les avions sont à l'arrêt, les frontières se ferment, les pays se barricadent. Le tourisme va mal. Vous me donnez l'occasion de réaffirmer, comme on l'a fait la semaine passée lors de la rencontre de la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique, de marquer tout notre soutien à l'endroit des autorités de notre pays, en premier le président de la République, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et le ministre du Tourisme Alioune Sarr. Je pense que cela nécessite une très forte mobilisation de l'ensemble des Sénégalais parce que nous sommes face à une pandémie dévastatrice donc, et qui ne reste rien au passage. Comme vous le savez également, le tourisme est une activité très sensible qui est basée en partie sur l'international. Donc c'est une activité de voyage. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté également, le monde entier est confiné, n'est-ce pas? Donc nos pays également ne faut pas échapper. Pour parler également de la situation du tourisme, moi je dois dire que le tourisme aujourd'hui au niveau du Sénégal est à terre. Pourquoi? À terre, carrément. Carrément à terre. Par rapport d'abord à la décision prise par nos autorités, n'est-ce pas, que nous saluons. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la priorité revient d'abord à la sécurité sanitaire des populations, parce qu'il faut être sain pour pouvoir faire autre chose. Tout à fait. Les premières mesures de l'État, n'est-ce pas, ont consisté à d'abord annuler
n'est-ce pas, tout ce qui est séminaire, rassemblement, regroupement, oui. d'abord au niveau des séminaires. Ça a été la première mesure, n'est-ce pas, de l'État du Sénégal. Tout à fait. Cette première mesure a visé, n'est-ce pas, tout ce qui est tourisme d'affaires et de congrès. Ça veut dire aujourd'hui, tous les hôtels de Dakar étaient déjà impactés. Il y a eu des annulations en cascade par rapport à cette première mesure. La deuxième mesure est celle relative, n'est-ce pas, à la suppression des vols, n'est-ce pas, au niveau des principaux marchés émetteurs, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, la Belgique et j'en passe. Donc cela veut dire aujourd'hui, à partir de ce moment, il n'y avait plus de possibilité de faire de l'activité touristique. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté d'abord un arrêt total de tous les canaux de vente au niveau international. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité même d'ouvrir de vendre un seul touriste. Tout à fait. Aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc cela signifie aujourd'hui l'arrêt total des activités au niveau de l'ensemble des hôtels. Alors vous dites donc que le secteur est à terre, mais quand on est à terre, c'est dans l'espoir de se relever. Est-ce qu'il y a un scénario justement pour vous relever justement de cette situation que Mais justement, c'est ce qu'il faut. D'abord, avant d'arriver à ce scénario, je voudrais quand même dire que l'État devait quand même compléter la décision quand on prend la décision de dire on arrête tout ce qui est organisation de manifestations, de congrès, de voyages. Compensation on supprime tout ce qui est vol. Mais la suite voudrait quand même que, la suite logique voudrait que l'État dise je ferme tous les établissements hôteliers. C'est ça la suite logique, n'est-ce pas, de la décision de l'État. Parce que sinon, ce qui va se passer aujourd'hui, l'État laisse une patate chaude entre les mains, n'est-ce pas, des hôteliers. Non seulement il n'y a pas de clients, les hôtels sont vides, et quoi en faire du personnel maintenant? Il n'y a pas d'activité. Il y a des gens qui sont, c'est les emplois qui sont créés, et qui aujourd'hui, au niveau des hôtels et des restaurants, sont de plus de 40 000 emplois directs. Oui. Cela veut dire que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont entre les mains des employeurs qui, aujourd'hui, n'ont plus d'activité. Ils doivent être payés. Et ils doivent être payés. Alors qu'il n'y a pas d'activité. Donc c'était de la responsabilité de l'État aujourd'hui de dire je prends la décision de fermer tous les hôtels et restaurants. Ça devient une décision de l'État. Oui. Maintenant, aujourd'hui, la décision. Avec conséquence aujourd'hui que l'État discute avec les hôteliers, n'est-ce pas, les conditions de prise en charge de ces travailleurs. Merci. Je pense que le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Hott, récemment a décidé finalement au nom de l'État d'injecter 64 milliards justement pour voir maintenant les scénarios d'appui à ces entreprises en difficulté. Non, les 64 milliards ne sont pas destinés à la prise en charge des organisations ou bien des entreprises. Mais c'est plutôt dans le cadre, n'est-ce pas, de la stratégie de lutte contre le coronavirus affecté au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, on est en train de voir également avec l'État par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il faudra faire, ce que vous avez dit. Maintenant, il faut, à partir de maintenant, prendre toutes les dispositions pour qu'à l'heure, n'est-ce pas, où aujourd'hui ce corona sera, n'est-ce pas, réglé, ou bien on trouve la solution par cela, qu'on puisse être, n'est-ce pas, en mesure, n'est-ce pas, d'être prêt pour la relance de la destination. Parce que les choses vont changer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les destinations du monde sont en quelque sorte bloquées. Maintenant, on va repartir sur de bonnes bases, et également tous, n'est-ce pas, au même départ. Est-ce que nous serons prêts à ce moment-là? Parce qu'il faut également régler certains préalables. D'abord, par rapport également à des questions de trésorerie, aujourd'hui, l'entreprise touristique aujourd'hui n'a plus de revenus. Elle a zéro chiffre d'affaires. Il faut aujourd'hui, par rapport au financement bancaire, vous avez dit, il ne faut pas que les financements bancaires également soient avec des intérêts. La Banque centrale, je pense bien, appartient à des États. Aujourd'hui, nous sommes en période de crise au niveau mondial. C'est les économies, n'est-ce pas, du Sénégal et des États de l'Ouest africain qui sont concernés. Il faut également nous outiller et nous donner également les moyens de faire face à la concurrence internationale. Sinon, malheureusement, n'est-ce pas, nous allons subir également d'autres pertes et également, nous ne pourrons pas également, n'est-ce pas, prendre les bonnes décisions pour repartir et sauver également le nombre d'emplois et d'entreprises concernées et qui sont quand même au nombre de 1300 entreprises sénégalaises, 900 hôtels, n'est-ce pas? Vous avez parlé de bonnes décisions. Sans doute, dans les jours à venir, vous allez vous réunir au sein du patronat hôtelier pour justement réfléchir sur le futur du tourisme, de l'hôtellerie et peut-être de la restauration. Est-ce que certaines bonnes décisions sont déjà identifiables, ne serait-ce que pour remettre les choses à l'État? Non, nous, on n'a jamais cessé de réfléchir. D'ailleurs, si vous avez constaté, il y a de cela 5 ans, on avait suivi l'épidémie Ebola. Avec un cas importé, à l'époque également, on avait alerté. Malheureusement, la plupart également des tours réparateurs qui étaient là, n'est-ce pas, avaient déjà pris la tangente, excusez-moi du terme. On avait à l'époque plus de 16 vols charters. Et tous ont quitté, sauf les deux vols du kilomètre.
Déjà, aujourd'hui, cela a une conséquence sur également, ça a impacté le tarif de la destination, qui n'était plus compétitif face à d'autres destinations comme le Cap-Vert, comme la Gambie, des petits pays qui n'étaient pas des concurrents du Sénégal, alors que nous, on était en face, n'est-ce pas, des pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc, et un peu plus loin, la République dominicaine, Cuba et autres. Mais aujourd'hui, le tourisme a baissé, n'est-ce pas, considérablement, et le prix pratiqué au niveau de la destination est devenu beaucoup plus cher pour le faire. La preuve, la plupart des vols également, la plupart des clients venaient dans des vols secs avec des tarifs de 1500, 1800 euros, contrairement à d'autres pays qui faisaient, n'est-ce pas, 1000 euros. Petite question, Mamadou Dia, si vous permettez, comment compenser cette perte de recettes? Parce que le tourisme, c'est quand même la deuxième source de c'est la deuxième source de revenus, avec aujourd'hui des recettes estimées à plus de 400 milliards de francs CFA, une contribution au niveau du PIB, plus de 6-8 points, n'est-ce pas, avec 100 000 emplois directs et indirects, je dirais même 140 000 emplois directs et indirects. Nous sommes également le premier pays, n'est-ce pas, qui a le plus d'emplois dans les pays de l'UMOA. Sur les 240 000 emplois au niveau de l'UMOA, nous avons les 100 000 emplois directs. Comment compenser? Comment compenser aujourd'hui? L'État doit d'abord, geler, n'est-ce pas, tout ce qui est fiscalité. Ça, c'est un. Deux, au niveau également des emprunts bancaires, parce que également c'est notre pays qui a demandé à des personnalités du pays, n'est-ce pas, d'investir dans le secteur. Le secteur privé, c'est son rôle. Maintenant, les gens ont pris des risques aujourd'hui en faisant des investissements importants qui ont gagé aujourd'hui soit leurs biens ou bien également les biens de leur famille. Donc, c'est la responsabilité de l'État de les accompagner, de les soutenir. D'abord, de geler aujourd'hui tout ce qui est emprunt bancaire sans intérêt. Mais il faudra également que l'État mette en place un fonds de soutien pour quand même permettre aux hôtels de passer cette étape. De ce point de vue, la Banque centrale a sorti une... Voilà. Mais la Banque centrale parle également des intérêts. La Banque centrale parle également d'avoir des taux bonifiés, alors que la situation également recommande autre chose. Les entreprises également ont des prêts en ce moment avec les banques. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre également des intérêts sur d'autres intérêts. Il faut des choix politiques, judicieux, n'est-ce pas, pour aider, n'est-ce pas, notre pays. Est-ce que vous avez chiffré le sinistre du secteur? Le sinistre à ce jour où je vous parle, par rapport également au segment affaires et loisirs, sur la base également de 32 000 lits, sur une période par rapport à la reprise que nous avons estimée pour le tourisme d'affaires, peut-être si aujourd'hui, dans un mois, le phénomène est jugulé, on peut dire que le tourisme d'affaires va reprendre dans 3 mois. N'est-ce pas? Parce que les gens également, il faudra qu'ils observent l'évolution des choses. Pour le tourisme de loisirs, nous sommes à la veille de la fin de la saison touristique, c'est-à-dire au mois d'avril. Cela veut dire aussi, à partir de demain, nous allons rentrer dans la basse saison. C'est sûr qu'on va perdre 6 mois, n'est-ce pas? Mais combien? C'est de donner des chiffres. Les données chiffres, aujourd'hui, nous sommes à 149 milliards de francs CFA de pertes estimées pour les 3 mois, pour le segment affaires. Et pour le segment loisirs, n'est-ce pas, qui est une période de 6 mois. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de doter une politique de mise à niveau conforme aux standards internationaux et un fonds important dans le cadre de la politique, n'est-ce pas, de promotion et de marketing pour quand même communiquer sur les bonnes choses de la destination. Monsieur Kane est membre du dialogue national. Je crois que peut-être dans ce secteur-là, il peut à loisir le poser au sein effectivement de ces instances de dialogue. Bon, écoute, les instances de dialogue, moi je pense qu'au niveau de l'entreprise, comme on le dit souvent, il faut dialoguer, n'est-ce pas? Donc l'entreprise étant un bien social, il faut également, c'est dans la stabilité qu'on peut aujourd'hui retrouver la compétitivité. Merci. Moustapha Kane, secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal. Il s'entretenait avec Mamadou Ndiaye dans le cadre de la rubrique Coin Éco. Merci à tous les deux et bonsoir chez vous. Merci. Le théâtre, cet art qui regroupe le discours, les gestes, les sons, la musique et la scénographie a eu la cote au Sénégal. Cela appartient au passé malheureusement. Très tôt, notre pays a regorgé de talents mais aussi de lieux prestigieux. Daniel Sorano est sans doute la figure la plus emblématique de notre expression théâtrale, mais pour diverses causes, le visage du 4e art a changé. À la télévision par exemple, les pièces de théâtre sont remplacées par les séries et sur la scène, les représentations sont quasi absentes. L'âge d'or du théâtre se conjugue bien au passé. Reportage Oussama, Monique Sagna, Moussa Fall et Gorgui Diaoucham. En phase avec toutes les couches sociales, le 4e art a occupé une place importante au Sénégal avec des chefs-d'œuvre comme L'Os de Morlam, L'Exil d'Albouri, Farourap, Ragnou, Aïgaf, Kumbandar, Sambandar, entre autres, qui ont mis sur les planches ou au petit écran Baïpeul, Issa Niang, Thierno Ndiaye Dos, Joséphine Zambo, Golbert Diagne, Marie-Augustine Diatta, Malik Ndiaye, Marie-Madeleine Diallo. Autant de comédiens qui ont marqué les esprits de leur époque. Depuis 2 décennies au moins,
Les séries télévisées ravivent la vedette aux pièces théâtrales. Situation qui interroge sur l'état de santé du théâtre au pays de Birago. Le théâtre sénégalais est un théâtre qui a prouvé son existence depuis plusieurs années. Nous avons eu l'occasion d'être là avant les indépendances et jusqu'à ce jour. Je pense que le théâtre sénégalais est dans sa position normale. C'est-à-dire c'est un théâtre qui est entretenu par tous les vecteurs, tous les secteurs de la dramaturgie. D'abord, nous avons de bons comédiens, nous avons d'excellents metteurs en scène et nous avons de grands dramaturges. Depuis les indépendances jusqu'à ce jour, nous avons été marqués par les grandes pièces théâtrales. Je dis que le théâtre se porte à merveille, et je l'ai toujours dit. C'est vrai, à un moment donné, dans les années 97, 96, 95, 97, c'était une sorte de léthargie. Ça, il faut le constater. Et que c'est vers les années 2000, 2004, quand nous avons créé l'Arcots, justement, que le théâtre a repris des ailes, justement, et qu'aujourd'hui, vous voyez qu'à travers tout le territoire national, nous avons implanté 18 bureaux de Arco. Ça, c'est seulement au niveau régional, sans compter justement les bureaux qui sont au niveau des départements. Et que nous nous réunissons de façon très régulière. Et nous pouvons dire que c'est nous qui avons boosté aujourd'hui le théâtre, puisque depuis la création de l'Arcots, nous avons vu une floraison de compagnies, de troupes de théâtre, etc., émailler l'ensemble du territoire national. Malgré tout, la passion porte encore des jeunes qui continuent d'en faire un métier. L'école des ténors les rassemble. Les acteurs culturels rassurent sur la situation du théâtre au Sénégal. Des initiatives sont en branle pour la relance de cet art, une mission que porte Kader Diarra, coordonnateur du comité de relance mis en place par le ministère de la Culture. Oui, nous avons eu une grande réunion à la direction des arts avec le comité de relance du théâtre sénégalais que je dirige aujourd'hui. Bon, il faut dire que le comité de relance... Dans le comité de relance, il y a l'Arcos, il y a Tchada, il y a toutes les compagnies. En fait, c'est une fédération. C'est la fédération de tout ce qui se passe dans le théâtre au Sénégal. On ne joue pas assez. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui, pour y remédier, avoir un fonds, exactement comme pour les autres arts, avoir un fonds qui nous permettra, parce que le théâtre est subventionné dans le monde, il nous faudrait avoir un fonds pour qu'on puisse, nous, avoir de l'argent pour créer, pour les créations, pour les diffusions et la circulation, et même l'exportation. Et surtout la formation. Je pense que quand on n'est pas formé, on ne peut pas vendre cet art. Il faudrait quand même être formé et avoir les moyens de créer, avoir les moyens de circuler et de diffuser. Et pour diffuser aussi, il nous faut des salles.
il n'y a pas assez de salles au Sénégal, on va peut-être se rabattre sur le théâtre de rue. Mais je pense qu'il faut quand même avoir les moyens de sa politique. Je pense qu'il faut d'abord gérer le statut de l'artiste, qui est artiste et qui n'est pas artiste. On n'a pas besoin aujourd'hui de gérer qui est comédien et qui ne l'est pas. C'est juste le public qui va gérer ça. Le 4e art sénégalais a été marqué par l'émergence d'une production de dramatique de qualité écrite par des auteurs dont les œuvres ont été interprétées par des comédiens de renom. Aujourd'hui, les séries ont pris le dessus et constituent le refuge même des comédiens. Certes, des troupes de théâtre existent encore, mais la création est rare et la qualité de production laisse à désirer. Oussama Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir, Maman. Le théâtre et les Sénégalais, d'où vient notre amour pour cet art? On va dire que cela remonte depuis longtemps parce que le 4e art a commencé à être joué au Sénégal depuis l'époque des colons. Les missionnaires même avaient recours au théâtre pour un petit peu évangéliser les indigènes. Et les colons ont vu que le théâtre, l'art scénique était un excellent, faisait passer bien les messages. Ils ont même continué avec les élèves de l'école William Ponty de l'époque, où le théâtre était une de leurs activités récréatives. Ainsi de suite avec le théâtre des centres culturels. Et après les indépendances, on avait Senghor, un homme de culture, a continué sur cette lancée avec l'institution de l'Institut des arts du Sénégal, où le théâtre avait une place importante avec une section. De cette section ont été formés beaucoup d'artistes comédiens qui ont joué au Théâtre National Daniel Sorano, la troupe théâtrale des Trudeau, ainsi de suite. Donc les Sénégalais ont très vite été en contact avec cet art. Et après les indépendances, il y a eu beaucoup de productions de Sénégalais qui mettaient en exergue des héros nationaux, qui parlaient également des mœurs sénégalaises, qui montraient l'État, qui initiaient, qui en tout cas véhiculaient nos valeurs. Donc depuis longtemps, les Sénégalais sont tombés amoureux de cet art qui se fait aussi avec une langue que nous connaissons, le Wolof, ou bien le français. Donc c'était une bonne communication qui leur permettait de comprendre ce qui se racontait avec une langue qu'ils comprenaient. Cependant, ce théâtre n'a pas fait que l'apologie d'un passé déchu. Oui, au fait, après les indépendances, c'est légitime que les dramaturges se penchent un petit peu sur les héros que nous avons eus. Ils étaient en train de redorer le blason à ces héros que le colon avait peint à sa façon. Donc ça a existé. Mais après, les thèmes ont changé avec l'apparition des troupes privées, des initiatives privées, telles que Daray Koch, telles que Jamonoy Tey, de Feu Tidiane Abou Kamara et de Tidiane. Donc les thématiques ont varié avec le temps. Mais aussi, il faut savoir, même si on traite le théâtre sénégalais de passéisme, ces œuvres perdurent dans le temps. Parce que toute personne aimerait savoir comment était l'histoire sénégalaise, les héros qui ont eu à défendre durant la période coloniale. Donc, ce choix était légitime à l'époque. La rareté des productions est-elle due à l'absence de dramaturges? On a eu de bons dramaturges. Birago Diop, pour ne pas les citer, on a eu Cheikh Aliou Ndaw. Bien sûr qu'actuellement, sur les productions livresques, on note presque pas de production dans le registre du théâtre. Pourquoi nos écrivains ne s'adonnent pas à ce genre? C'est ça la question. Et comment les inciter à produire beaucoup du côté du théâtre? Ça aussi, c'est à revoir. C'est vrai que le théâtre est un genre un petit peu compliqué, mais il faut qu'on les redonne goût à faire des productions. Maintenant, il y a des metteurs en scène qui sont là, des pièces sont répétées, et les troupes
troupes se réunissent tous les mercredis dans les centres culturels, font de répétitions et essaient de rejouer d'autres pièces mythiques du théâtre sénégalais. Il nous reste 30 secondes, Oussama. Comment la journée mondiale du théâtre sera animée avec cette pandémie du coronavirus et le monde culturel qui est à l'arrêt avec la Covid-19? Ils vont faire beaucoup de sensibilisation. On va célébrer d'une autre manière. Donc, il n'y aura pas de représentation, peut-être des sensibilisations au niveau des médias pour revoir les mesures sanitaires dans ce contexte. Non seulement la journée du théâtre, mais la journée du conte, c'était le 20. Elle n'a pas été célébrée à cause de cette pandémie. Les activités artistiques, culturelles sont à l'arrêt. N'empêche, les artistes sont en train de faire de la sensibilisation. Du côté de la musique, il y a des productions pour cela. Du côté également du graphisme, ils sont en train de faire des fresques murales pour sensibiliser. En tout cas, la biennale est annulée, reportée à une date ultérieure et beaucoup de festivals également. Voilà, merci Oussama. 19h45 pile, merci Oussama, Monique Sagna. C'est l'heure du journal. Adama Anouchkaba, bonsoir et bon journal. Bonsoir Mamadou, bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur ITV, le journal que nous démarrons avec cette triste nouvelle qui frappe toute la presse sénégalaise. Le journaliste Mamadou Ndiaye Doss est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie. Il est décédé en Espagne. Le groupe E-Media Invest présente ses condoléances à sa famille et à ses collègues du groupe des médias. Le bilan ne cesse de croître effroyablement. 11 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées ce dimanche sur 85 tests effectués. Les 6 sont des cas importés, les 5 des cas contacts et à ce jour, 62 personnes contaminées sont encore sous traitement. Tout de suite, les précisions du directeur de cabinet du ministère de la Santé, Dr Aloïse Waly Diouf. Du dimanche 22 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu ce jour les examens virologiques, les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 85 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, 5 cas contacts suivis par nos services. À ce jour, 67 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris et 62 encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Touba et Dakar est stable. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale adresse ses vives félicitations et ses encouragements au personnel de santé du secteur public comme du secteur privé qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le coronavirus est bien à nos portes. 5 régions sont touchées. Il s'agit de Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis et Ziguinchor. Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des urgences sanitaires, nous explique davantage ce qui se passe réellement. Les cas sont répartis dans 5 régions aujourd'hui. La région de Dakar, la région de Thiès, principalement à Mbour, la région de Diourbel à Touba, la région de Saint-Louis et la région de Ziguinchor. Donc, c'est les différentes régions dans lesquelles aujourd'hui nous avons des cas positifs. Je peux aussi ajouter que nous avons suivi actuellement nous suivons plus de 1000 contacts. Et 969 contacts sont déjà sortis de notre suivi. Donc, il s'agit des personnes contacts qui étaient liées aux 4 premiers patients que nous avons eus. Donc, tous ces contacts sont sortis du suivi. Et par la grâce de Dieu, aucun de ces contacts n'a été contaminé secondairement. Donc c'est un élément important dans le suivi des contacts. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 1000 personnes qui sont en train d'être suivies. Et les cas nouveaux aujourd'hui, les investigations sont en cours et ces personnes aussi seront suivies dans le cadre du suivi des contacts.
il est quand même à noter que certains contacts, en tout cas sur les derniers cas que nous avons eus, certains contacts ont eu à être contaminés. Donc à chaque fois qu'on présente les nouveaux cas, il y a quand même et c'est essentiellement des parents proches des personnes jugées qui ont été testées positives. En termes de prise en charge, aujourd'hui, nous avons 3 sites de prise en charge. Maintenant, nous en avons au niveau de Dakar, c'est toujours le service des maladies infectieuses de Fann, l'extension de l'hôpital de Diamniadio, et nous avons le centre de Touba. Et aujourd'hui, nous avons un 4e qui est le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Donc le patient qui a été testé positif à Ziguinchor est actuellement pris en charge au niveau du centre hospitalier de Ziguinchor. Et nous avons en perspective également d'augmenter la capacité de prise en charge au niveau de Saint-Louis. Donc Saint-Louis, même si le cas a eu lieu et a été transféré à Dakar, nous prévoyons d'ici la semaine prochaine de mettre au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis un centre de traitement qui pourra accueillir les patients. Et puis à Ziguinchor, au lendemain du cas testé positif, le médecin-chef de région a fait le point. 36 personnes ont été identifiées comme des cas contacts et 3 des cas à risque. Les résultats de leur prélèvement sont attendus demain et sachez que le cas confirmé a d'abord séjourné à Kaolack avant de se rendre à Ziguinchor. Tout de suite, les explications du docteur Maodo Malik Diop. Nous avons donc reçu du ministère de la Santé les résultats de 2 prélèvements de cas suspects que nous avions envoyés à l'Institut Pasteur. Pour ces 2 tests effectués, nous avons effectivement un cas qui est négatif, mais malheureusement un autre cas qui est revenu positif. Et je dois dire que c'est un cas qui est importé parce que le malade vient, n'est-ce pas, d'une zone qui est touchée, n'est-ce pas, par l'épidémie. Et par rapport à cela aussi, vraiment, nous avons procédé à l'investigation, n'est-ce pas, épidémiologique. Nous nous sommes rendus, n'est-ce pas, au domicile, n'est-ce pas, du cas. Nous avons listé vraiment toutes les personnes contacts et particulièrement nous avons aussi effectué même des prélèvements au niveau, n'est-ce pas, de 3 personnes, de 3 contacts en tout cas à haut risque. Donc je voudrais aussi vraiment profiter de cette occasion pour dire que le malade va très bien. En tout cas, nous avons démarré la procédure, n'est-ce pas, de prise en charge. Donc le malade, il est stable, il se porte très bien et qu'il est actuellement au niveau de l'hôpital régional, là où on a identifié vraiment le centre de traitement des épidémies. L'heure est grave, il faut adopter un comportement responsable. L'appel du sociologue Dibi Diakhaté, invité de l'émission Jury du dimanche. Parlant de l'idée de confinement, il estime qu'elle sera difficile à appliquer vu les réalités socio-culturelles du Sénégal. Le point avec Cheikh Hassan Fall. La propagation du coronavirus met l'État du Sénégal dans une situation assez délicate où il doit associer des légitimités qui diffèrent dans leur démarche. Une obligation s'impose donc aux gouvernants pour trouver un terrain d'entente corona responsable, au risque de se heurter au mur des corona coupables. La corona responsabilité renvoie à l'acceptation d'une légitimité médicale et républicaine. Oui. La corona culpabilité consiste à s'écarter de cette ligne qui a été tracée par les techniciens de santé. L'idée maintenant, c'est de voir comment faire en sorte que cette légitimité-là, qui s'exprime sous cette forme, croise l'autre légitimité qui considère que nous aussi, quand nous allons vers ces grands rassemblements, c'est pour lutter contre le coronavirus. On peut parfaitement se référer à la religion et avoir des comportements de confinement au moins partiels, qui nous permettent d'éviter certaines situations. Au moment où le mot d'ordre sur la toile et ailleurs est resté chez vous, le sociologue pense qu'à cause de nos réalités culturelles, il faudra y aller crescendo pour que la population s'approprie le concept. Le confinement officiel, surveillé, organisé, comme ça se passe ailleurs, pourrait être difficilement répliqué chez nous. On pourrait avoir une approche beaucoup plus intelligente et plus adaptée du confinement qui pourrait essentiellement consister à travailler, à faire en sorte que les gens s'approprient l'affaire. L'idée, c'est justement d'avoir une lecture intelligente de certaines dispositions religieuses et cette interprétation nous pousserait à dire que je suis responsable. D'abord responsable de moi-même et responsable de toute la communauté.
Si certains se sont levés pour regretter le départ d'Eva Marie-Coll Seck du ministère de la Santé, le professeur rassure et fait savoir que celle-ci est toujours dans l'équipe du ministère en charge de lutter contre la Covid-19. Il y a quand même de l'amalgame parce que le coronavirus, ce n'est pas la même chose qu'Ebola. Je crois que Abdoulaye Diouf Sarr est en train quand même de s'acquitter convenablement de sa mission avec beaucoup d'engagement et qu'il travaille en chaîne, qu'il travaille en équipe. Eh c'est les mêmes techniciens qui ont été là. De l'autre côté aussi, il faut voir que Mme Eva Marie-Coll Seck est encore dans l'équipe. Elle est dans l'attelage et que je crois qu'il y a un appel qui a été fait à toutes les compétences pour que les unes et les autres, toutes les compétences apportent leur contribution dans cette lutte-là. Le membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'est félicité par ailleurs de la chaîne de solidarité lancée par le groupe E-Media Invest avec d'autres médias pour appuyer l'État dans sa lutte contre cette pandémie, tout en appelant à une unité nationale, car c'est ensemble qu'on pourra vaincre ce mal. Sachez aussi que le personnel de la police est réquisitionné ce dimanche soir. Va-t-on vers le confinement général? Nous le saurons dans les prochains jours. Mais ce que l'on peut dire à cet instant est que les forces de l'ordre se préparent à une montée en puissance. Son geste a déchaîné les débats et alimenté la polémique alors que le gouvernement interdit tout rassemblement. Le secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a effectué sa prière du vendredi à la grande mosquée de Touba. Le regard du sociologue Djibi Diakhaté, il estime que Mohamed Boun Abdallah Dionne a été maladroit. Djibi Diakhaté répond à Mamadou Ibra Kane. Je pense que moi, à la place du ministre, je l'aurais évité. Ou alors, j'aurais choisi entre la corona-responsabilité et la corona-culpabilité. C'est aussi simple que ça. Je crois que quelqu'un qui doit s'inscrire dans le contexte de la corona-responsabilité a eu un comportement corona-coupable. Cela fait une disjonction, cela fait une confusion et cela crée une incompréhension. À noter que les mesures coercitives se multiplient dès demain, lundi 23 mars 2020. Il n'y aura plus d'immatriculation des véhicules importés et dès demain également, la livraison de pain dans les boutiques de quartier sera officiellement interdite. Pour son numéro 2, le Téléthon Kher Coronavirus a récolté 100 millions de nos francs qui seront versés en guise de soutien à la lutte contre la maladie. Les initiateurs, les acteurs des médias estiment avoir réussi le pari de la solidarité. Le point avec Mortal Anne et Bachir Sow. Pour le deuxième et dernier numéro du Téléthon Kher Coronavirus, la barre des 100 millions de francs CFA est atteinte. Une réussite grâce à la participation massive des Sénégalais, plus particulièrement des jeunes qui ont contribué à l'action de guerre pour vaincre l'épidémie. On a pris l'initiative d'organiser avec les groupes médias avec Boubacar Diallo pour réunir une somme symbolique pour pouvoir participer, aider notre pays, aider l'État sénégalais. Vraiment, on a atteint notre objectif. Tout s'est bien passé grâce à la générosité des Sénégalais. On l'a fait juste de manière symbolique. Nous avons rassemblé ici toutes les chaînes de télé. Nous, on n'a pas cherché l'argent. Ce qu'on cherchait, c'est la sensibilisation. Qui vit pour vous Khalis. Khalis, c'est secondaire, mais le plus important pour nous, c'était de pouvoir se mettre sur un plateau avec toutes les chaînes de télévision et de faire passer des messages. Point barre. Durant le Téléthon, la sensibilisation sur les mesures sanitaires dictées par le ministère de la Santé n'est pas laissée de côté. Un nouveau concept appelé Toklen Senker a ainsi été créé pour freiner la propagation du virus. Restez chez vous, Toklen Senker, Toklen Senker. Jooɗoɗe e galleji mon hay goto oto yalto jooɗoɗe balɗe sappo e joyi ene weeɓi munji. Restez chez vous, Toklen Senker. Message entendu et à l'heure où le gouvernement interdit au rassemblement, la commune de Gueule-Tapée face Colobane passe au désencombrement. Les étals, les cantines au rond-point Sam ont été déguerpis, les riverains apprécient, les commerçants moins. Reportage à Damassar.
Deux rues aérées, une circulation fluide. Nous sommes au rond-point Sam à la Gueule-Tapée. Le désencombrement initié par les autorités communales est bien apprécié. Tu as vu, c'est de l'eau impure. L'air aussi, il y a la gasoil qui circule. L'air n'est pas pollué. L'air est... On doit faire tout ce qui est du bien, intérieurement que extérieurement, que ça soit propre. Ici, c'est le Sénégal, c'est notre pays. C'est nous-mêmes qui devrons faire cela. Mais on ne peut pas attendre qu'on nous dise faire cela. Au moment où la pandémie de coronavirus dicte sa loi au monde entier, de telles initiatives doivent être de rigueur. C'est pas la première fois que je vois que c'était libéré et tout ça. Mais après un mois, je ne souhaite pas qu'on soit confiné à respecter ces règles-là, peut-être de propreté, d'hygiène, de salubrité. Mais le problème, c'est que quand ils prennent des mesures en général, ils ne les respectent pas trop. Selon ce monsieur, la cinquantaine révolue, il faut que les Sénégalais soient conscients de l'existence de cette maladie qui aime la saleté. Une très bonne chose, une très bonne chose. C'est fait au moment venu, au bon moment même. Bah, je sais que certains qui pratiquaient le coin n'y croient pas. Il vient de dépasser des gens là-bas qui disaient que ça c'est une vue de l'esprit. Bon, c'est négatif. Bon, que le gouvernement arrive à prendre des mesures, là, il faut l'encourager dans ce sens-là. Suite à la décision des autorités étatiques d'interdire tous les rassemblements publics pour éviter la propagation de la COVID-19, les autorités municipales de la commune de Fass-Gueule-Tapée, Colobane ont pris les devants pour désencombrer plusieurs allées de la localité. Merci beaucoup Adam Assar. Demet est une commune située dans l'île à Morphil. Ses populations s'approvisionnaient en Mauritanie et face à cette pandémie du coronavirus, les frontières ont été fermées. Conséquence, ces habitants de Demet commencent à vivre des jours difficiles, même si le maire de la commune tente de les rassurer. Abdoulaye Elimandja répond à Momar Alissignan et Ali Cham. Vous savez, donc nous sommes des villages quand même frontaliers qui dépendent fortement de la Mauritanie depuis quand même des décennies. Donc c'est tout à fait logique peut-être quelque part que les autorités mauritaniennes ont fait à leur niveau. Donc ça va impacter clairement dans la commune, dans les villages frontaliers et particulièrement dans la commune de Demet. Comme vous savez, l'essentiel de notre commerce se faisait avec Bogué, donc la ville en face. Mais on s'était préparé à ça et fort heureusement, comme vous le constatez ce matin, la route Demet aujourd'hui a été réalisée et dans les jours à venir, nous allons nous organiser pour mettre en place réellement aujourd'hui une alternative pour permettre aux populations de s'approvisionner parce que nous avons très tôt, dans le cadre de notre conseil municipal, prévu de mettre des magasins communautaires et je pense qu'il est lieu aujourd'hui, dans les prochains jours, de le mettre en route. Quelques actualités internationales avant de vous dire au revoir. Au Burkina Faso, le chef d'état-major Moïse Minungu et toute sa famille sont sous assistance respiratoire. Le ministre de l'Intérieur également est sous assistance respiratoire. Plusieurs membres du gouvernement sont testés positifs et le gouvernement en question est en quarantaine. La chancelière allemande Angela Merkel s'est elle-même mise en quarantaine. Elle a été en contact avec un médecin contaminé. Elle va d'ailleurs effectuer le test dans les jours à venir, selon le porte-parole du gouvernement allemand. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous dans un court instant. La suite de la Totale avec Mamadou Ibrakan. Merci Adama Anouchaba pour ce journal. La Totale, la suite.
Ailleurs à direction d'abord le nord du pays avec ce dialogue de sourds entre pharmaciens et services du commerce. Les premiers accusent les seconds de leur mener la vie dure. Les pharmaciens persistent à dire que seuls les inspecteurs en pharmacie sont habilités à contrôler leur officine. À l'opposé, les agents du service du commerce martèlent qu'ils agissent en parfaite légalité. Momar Alissignan et Aletiam se sont penchés sur le sujet. Ce n'est pas le grand amour entre pharmaciens et agents du service du commerce. Les spécialistes de la vente du médicament, qui se considèrent par ailleurs comme des agents de santé publique, estiment que leur officine ne devrait être contrôlée que par des spécialistes de leur corporation. Et là, nous insistons, nous sommes des agents de santé publique et ce que nous voudrions, c'est que ce soit les inspecteurs de la pharmacie qui soient bien préparés et qu'ils puissent vraiment faire ce travail de contrôle sur l'activité technique que nous faisons. C'est ça notre point de vue et c'est un cri de cœur que tous les pharmaciens lancent. De l'autre côté, le service du commerce dit agir en toute légalité dans ses contrôles. À partir du moment où ils sont assujettis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et du crédit immobilier, à partir du moment où ils posent un certain nombre d'actes ayant pour but un gain ou au moins d'avoir un profit sur des produits qu'ils mettent au bénéfice du consommateur sénégalais, l'État charge le service du commerce à travers la direction du commerce intérieur de surveiller la régularité de ces opérations relativement aux prix qui sont pratiqués par ces officines pharmaceutiques-là par rapport à la qualité des produits qui sont offerts aux consommateurs. Et dans ce registre-là, que des inspections sont périodiquement faites au niveau de ces officines. Les pharmaciens estiment qu'au-delà des tracasseries issues des opérations de contrôle, parfois, ils font face à des qualificatifs qui portent gravement atteinte à leur profession. Rien que pour le contrôle, je trouve que parfois, ça ne se fait pas dans les règles de l'art. Parce que comment vous pouvez imaginer contrôler une officine en l'absence du propriétaire? Ça ne se fait pas. Et parfois, ça arrive. Et il m'est arrivé parfois d'avoir une délégation de contrôleurs. Quand j'ai demandé après l'autre, un certain monsieur qui les accompagnait, il paraît que c'est un chauffeur. Vous vous imaginez? Et il était là, en train de nous contrôler, de faire le tour des rayons pour voir si vraiment nous sommes en règle. On nous dit oui, des trafics ou des vols, je ne sais plus. Mais c'est vraiment des termes qui portent atteinte à la moralité de notre profession. Des avis qui ne sont pas du tout partagés par les agents du service du commerce. Les informations concernent régulièrement la pratique de prix illicites. Bon, c'est un terme qui les gêne un peu. Il se trouve aussi que parfois nos équipes tombent sur des produits qui sont arrivés à expiration. Donc ce qu'on appelle communément dans notre jargon la tromperie sur la qualité. Et par rapport à l'information commerciale, notamment les étiquetages. Vous savez qu'au Sénégal, la fait obligation pour les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, la mention en langue française. Face à la situation, les pharmaciens estiment que le salut passerait par une révision des textes qui reconnaîtraient leur statut d'agent de santé publique. Du nord, nous allons au sud du Sénégal. Kanikor accueille la Total dans cette localité frontalière à la République de Guinée-Bissau. Les communautés locales ont réussi à se faire une bonne réputation en matière de paiement des impôts et de gouvernance à l'échelle communautaire. Cela s'est réalisé grâce à la gestion collective et inclusive des produits ligneux tels que le pain de singe. Face aux difficultés que traverse la filière anacarde, les villageois ont eu l'initiative qu'il fallait et qui leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie. Kanikor, un bon modèle d'organisation et de gestion des ressources naturelles. C'est un reportage de Sikou Diatta. Kanikor, ce village situé dans la commune de Kumbakara au sud-est de Kolda, à quelques encablures de la frontière bissau-guinéenne, est en train d'inspirer beaucoup de villages sur l'importance de la bonne gestion des ressources naturelles au Sénégal. Ce village compte au total 11 concessions. Chaque année, en saison sèche, des clients viennent acheter le pain de singe.
Au départ, la vente s'effectuait de façon individuelle. J'ai dû appeler à une gestion collective. Et depuis lors, les revenus tirés de la vente nous aident à régler les besoins pour tout le village. Ici, la générosité de la nature est mise à profit par les communautés locales pour résoudre leurs besoins. Grâce aux revenus tirés de la vente du pain de change, fruit du baobab, Kanikor est devenu le meilleur élève de sa commune en ce qui concerne le paiement des impôts. Donc nous avons vu qu'à travers la gestion du pain de change, le village parvient à payer l'impôt, parvient à payer sa fiscalité. Payer l'impôt n'a jamais été chose facile pour certains ici au village malgré la volonté. Mais depuis que nous avons pris l'option de la gestion et de la vente collective du pain de change, nous avons résolu ce problème. Personne n'a plus constaté sa dignité bafouée. Personne n'est plus stigmatisé. Mieux, notre maire nous cite toujours comme une référence. Au-delà de la facilité que nous avons en nous acquittant de la fiscalité, nous utilisons aussi ce produit pour notre propre consommation. C'est vraiment bénéfique pour nous. Les moyens de subsistance, ce n'est pas uniquement l'agriculture privée. Au-delà de l'agriculture privée, il y a aussi tout ce qui concerne les ressources aujourd'hui floristiques qu'on est en train de trouver, en tout cas les ressources ligneuses qui se trouvent au niveau de la forêt, au-delà de ces baobabs, c'est-à-dire Adansonia, Digitata. Depuis 2011, nous n'avons plus connu de difficultés pour le paiement de l'impôt, ni de difficultés pour payer le sel ou du riz, ou même de difficultés pour consolider le budget pour les cérémonies religieuses à la mémoire des disparus. La préservation de ces biens est en train en tout cas de renforcer non seulement la cohésion sociale, mais aussi comment ces ressources naturelles peuvent être au service de la fiscalité. Pour tout le village, les revenus issus de ces exploitations arrivent à des périodes très importantes, c'est-à-dire des périodes de soudure. Nous voulons à présent orienter nos efforts dans le reboisement pour le repeuplement de l'espèce dans cette zone. L'orientation, l'encadrement, la capacitation et la sensibilisation, c'est tout ce dont avaient besoin ces communautés. Et le projet de préservation du territoire et des biens naturels communs, en renforçant la citoyenneté en zone humide, apparaît incontestablement comme un pain béni pour ces populations bénéficiaires. Diplomate en ligne, c'est le titre de cette rubrique. Adam Awad, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud Ibrahim. Adam Awad, vous êtes le directeur du magazine Financial Afrique, vous êtes journaliste économique. Tout d'abord, comment votre magazine se débrouille avec ce coronavirus? Écoutez, je pense qu'un peu comme tous les médias, vous savez, tous les événements sont annulés, toutes les conférences, les manifestations économiques, nous sommes tous dans l'expectative en attendant que ces mesures de confinement décidées un peu partout passent. Alors, Adama, est-ce qu'avec cette pandémie, qu'en parlant des conséquences économiques et même financières, on peut dire que c'est la plus grave crise financière depuis 2008? Exactement, Mahmoud Ibrahim, c'est la plus grande crise financière, ne serait-ce que pour nous considérer que les places financières américaines, en l'espace de 20 jours, nous avons perdu pratiquement 3 années de performance. Aujourd'hui, le Dow Jones, qui est l'indice phare des bourses américaines, est revenu à son niveau de 2017, juste avant la prise juste avant la prestation de serment de Donald Trump. Donc nous sommes vraiment face à une crise majeure
qui frappe toutes les places financières et qui va se répercuter dans tous les secteurs de l'économie, à commencer par le secteur du transport aérien qui aujourd'hui est sinistré. Vous avez vu les plans de relance qui concernent Boeing, mais qui vont aussi concerner rapidement Air France et d'autres grandes compagnies majeures. En Afrique, on voit déjà que les pays se barricadent, mais sur le continent, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une stratégie sous-régionale, quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, ne serait-ce que pour donner cet exemple, voire continentale pour faire face aux conséquences économiques évidentes de ce coronavirus? Alors, continentale, malheureusement, non. Vous savez que la Commission de l'Union africaine est un organe qui fonctionne essentiellement en temps de paix, quand tout va bien. Mais en temps de crise, c'est ce qu'on a constaté toutes ces dernières années. À chaque fois qu'il y a une crise, ce sont les stratégies nationales qui prennent le relais. Donc c'est le sauf-qui-peut, c'est en ordre dispersé. On peut quand même noter dans ce point de vue général que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, a, à travers son organe ministériel, le Conseil des ministres, essayé de coordonner les mesures de riposte prises au niveau des 8 pays à travers une visioconférence qui s'est tenue hier entre les différents ministres de l'économie et des finances. Visioconférence, ça veut dire que personne ne bouge, hein? Donc il y a toujours des mécanismes de concertation. Effectivement, il y a des mécanismes de concertation et là on le remarque, c'est surtout au niveau de l'UEMOA, mais pas au niveau de la CEDEAO par exemple. Il y a des mécanismes de concertation au niveau de la zone CEMAC, mais pas au niveau de la CIAC, c'est-à-dire de la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc je me pose en fait des questions sur le pilotage de ces grands ensembles, puisque en temps de crise, les dits pilotages ne fonctionnent pas, mais par contre on voit que les communautés monétaires fonctionnent bien. Peut-être c'est parce que le nerf de la guerre c'est au niveau de la monnaie et c'est pourquoi l'UEMOA, à travers même la Commission, à travers le ministère des Finances, mais aussi à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est très, très active. Alors, on voit ailleurs dans les pays qu'on dit développés, aujourd'hui, le télétravail qui fait son apparition. L'Afrique, Adama Wade, n'avait pas pensé au télétravail qui pourrait s'imposer un jour ou l'autre, et c'est le cas avec cette pandémie. Que faire? Pourtant l'Afrique, Mahmoud Ibra Kane, est très en avance par rapport au télétravail ou bien par rapport à toute cette quatrième révolution qui consiste à des transactions à distance, en des prestations dématérialisées, avec le Safaricom qui a démarré en Afrique en 2007 et qui a marqué l'entrée du monde dans la mobile money, avec Orange Money ici au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest, on peut dire que les conditions techniques quand même sont réunies pour le télétravail. Peut-être que les entreprises étaient un peu réticentes, et là c'est lié au code du travail, à nos différents codes dans nos différents pays qui n'étaient pas appropriés. C'est lié aussi à... Et qui doivent s'adapter. Et qui doivent s'adapter. Oui. Et aussi au type de management que nous avons. Peut-être nous ne sommes pas encore au management par la performance et nous pensons que l'employé le plus performant est celui qui vient tous les matins à 8 heures au bureau et qui repart à 18 heures. Donc il y a une révolution des mentalités à mener. Mais je pense que techniquement, l'Afrique est prête pour le télétravail. Très bien, tant mieux. Alors, dernière question, Adama, ça ne vous a pas échappé. Les mesures prises par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, mesures en faveur des banques, elles touchent les taux d'intérêt, mais c'est surtout cette somme qui attire notre attention. 340 milliards, c'est le montant qui était alloué chaque semaine à nos banques. Ce montant va passer à 4 750 milliards. Votre commentaire, votre analyse. Effectivement, en fait, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a relevé légèrement le plafond alloué aux banques toutes les semaines. Donc, il y a un ajout de 340 milliards. Ça va donc donner plus de profondeur aux banques pour qu'elles jouent le rôle de banques qui financent l'économie. Et en plus de ces mesures, il y a aussi d'autres qui concernent spécifiquement les PME. Aujourd'hui, tout ce qui est prêt concessionnel dédié aux PME et sans plafond a été aussi encouragé par la Banque centrale, donc qui l'a rappelé aux banques. Et puis, il y a d'autres mesures aussi qui concernent les entreprises qui sont
frappés par le coronavirus. Donc il y aura des mesures appropriées et la BCEAO pourrait aussi revoir tout ce dispositif, ces 8 mesures clés qui ont été prises hier à la hausse. Une petite curiosité, Adama. Le processus de l'arrivée de l'éco pourrait être encore retardé par ce coronavirus? Vous savez, Mahmoud Ibrakan, l'éco fait partie des mesures qu'on prend en temps calme, en temps en beau temps. Aujourd'hui, je pense que la première urgence, c'est le sauvetage de l'économie. Les États vont partir avec des déficits énormes et je pense que c'est pas le moment des réformes, c'est surtout le moment de la résistance, c'est le moment des mesures contracycliques pour permettre à l'économie de ne pas s'effondrer. Et quand vous voyez justement la réunion hier tenue entre les ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA, on a parlé d'un taux de chômage qui pourrait repartir à la hausse. Donc je pense que l'urgence, c'est à ce niveau-là. Mais à long terme, après cette crise, je pense que l'éco, c'est un projet qui va s'imposer de lui-même. Très bien. Merci Adam Awad, journaliste économique, directeur du magazine Financial Afrique. C'était notre diplomate ce soir. Tranche de vie, c'est la nouvelle rubrique de cette Total. Il s'appelle Ibrahim Bildi. Il est plus connu sous le nom Pape Ndoye. La quarantaine, marié et père de 4 enfants. Sa particularité, c'est son handicap qu'il traîne depuis tout petit. Cet électricien handicapé considère qu'il n'y a pas de limite, sinon le ciel, même s'il avoue avoir fait l'objet de stigmatisation dans le passé. Tranche de vie Oumar Kane. C'est à Rufisque que nous nous sommes rendus pour faire connaissance avec Ibrahim Bildi, dit Pape Ndoye. Un homme vivant avec un handicap qu'il traîne depuis l'âge de 2 ans, mais que Pape refuse de voir comme un obstacle. Moi, je pensais que je suis né avec. Mais ma tante m'a dit que ça m'est arrivé à l'âge de 2 ans. Mais jusqu'à l'âge de 10 ans, je rampais. C'est après mon hospitalisation à l'hôpital principal que j'ai commencé à marcher. C'est là que mon papa s'est dépassé. L'hôpital principal, c'est là qu'on a commencé à dormir. Mon papa a dépensé beaucoup d'argent pour cela. C'est après cela qu'on m'a amené à l'école. J'ai arrêté les études en classe de première secondaire pour faire une formation. Si aujourd'hui Pape Ndoye est un électricien qualifié et gagne beaucoup de marchés, c'est parce qu'il n'a jamais envisagé de tendre la main, travailler, travailler et travailler. Voilà ce qu'il sait faire le mieux. Un travail bien fait. Mes enfants vont à l'école. Parfois, quand leur maman est trop fatiguée, c'est moi qui leur donne leur bain avant de les amener à l'école. Après, je vais au travail. Je n'ai pas d'heure de descendre. Il m'arrive de travailler jusqu'à tard dans la soirée. Tout dépend du travail. Et moi, je ne veux pas livrer un travail mal fait à mes clients. Donc, je fais tout pour que le travail soit bien fait et qu'il peut durer dans le temps. Et ce, quelle que soit la taille du chantier. Malgré ses efforts, Pape n'est pas à l'abri des stigmatisations de la part de certaines personnes qui considèrent que la vie d'un handicapé doit se réduire à la mendicité. On m'a un jour mis en rapport avec quelqu'un au téléphone. Celui qui nous a mis en rapport, j'ai beaucoup travaillé pour lui. Il m'a dit que le chantier se trouve à Thiès, mais qu'on doit se retrouver en ville. Mais dès qu'il a vu mon handicap, j'ai senti qu'il était déçu et qu'il voulait se débarrasser de moi. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. On est partis ensemble jusqu'au chantier à Thiès. C'est là qu'il m'a proposé une somme dérisoire que je n'ose même pas dévoiler devant les caméras. J'ai naturellement refusé et je suis rentré. Mais Pape tient bon et n'en a cure. Cela ne peut pas m'atteindre. Au contraire, ça m'encourage à redoubler d'efforts. Après tout, c'est Dieu qui dispose.
Un homme passionné de son travail qui, à ses heures perdues, aime passer du bon temps avec sa famille et ses amis. Comme quoi, un handicap reste une affaire de perception. Le reportage animalier de cette semaine nous amène à Noflaye, juste derrière Sangalkam. Nous sommes au centre de protection des tortues au Sénégal, un village fondé en 1993. Aujourd'hui, 2 hectares du site sont entièrement consacrés aux tortues récupérées chez des particuliers qui ne s'en occupaient plus ou mal. Kessendour et Augustin Manda se sont rendus sur place. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il savait remonter sa fermeture éclair et boutonner ses boutons. Il savait rouler à vélo et trottiner à trottinette. La plus connue s'appelle donc Franklin, sait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Dans la réalité, la tortue a une vie plutôt tranquille. Petit pas par petit pas, c'est peut-être ce qui lui a permis de traverser les âges. Les tortues sont considérées comme des animaux préhistoriques. Voilà, donc ils étaient là depuis le temps des dinosaures, donc ça fait maintenant plus de 300 millions d'années. Et ils ont survécu jusqu'à maintenant, et c'est des animaux très résistants et qui vivent assez longtemps. Par exemple, la tortue de terre qu'on a vue, donc la sulcata, peut vivre en moins jusqu'à 150 ans. Voilà. Donc c'est des animaux qui vivent plus que nous en fait. Il y a essentiellement 3 catégories de tortues. Il y a les tortues de terre, les tortues d'eau douce et les tortues marines. Donc ce n'est pas toujours le même cadre de vie. Donc là-bas, c'est des tortues qui vivent dans de l'eau douce, alors que les autres ils vivent dans la mer. Voilà. Et les tortues de terre qui sont uniquement terrestres, qui ne peuvent pas vivre donc, dans l'eau. Voilà. Donc c'est les 3 catégories essentiellement de tortues qu'on retrouve ici. Sur terre comme dans l'eau, et depuis la nuit des temps, la journée de ces reptiles ancestraux s'articule principalement entre 2 activités. Se reposer et s'alimenter. Et là encore, en fonction des catégories, on a ses préférences. Généralement, les tortues de terre sont plutôt herbivores, même si dans certaines occasions, ils pourraient effectivement manger de la viande, mais ils sont principalement herbivores. La nature, donc c'est des végétaux, de l'herbe, de la paille, des feuilles, des légumes et des fruits. Par contre, les tortues d'eau douce sont plutôt carnivores. Donc la nature, c'est du poisson, de la viande à l'occasion des insectes. Donc ça fait que c'est un régime alimentaire qui est différent en fonction maintenant des espèces aussi de tortues. En fait, elles ne mangent pas la nourriture, elles l'avalent directement. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent manger une grosse quantité des fois de nourriture, surtout avec les tortues de terre comme la sulcata. Mais sinon, elles n'ont pas de dents. Donc c'est juste un bec, une mâchoire qui est assez puissante qui les permet de couper des fois la nourriture quand elles mangent quand même. Pas de dents donc, ni pour Franklin, ni pour nos tortues. Leur atout ne se trouve pas dans le sourire. Ce qui les rend si particulières se trouve étrangement dans leur dos. Sa carapace, c'est un petit peu sa peau, à la limite pour nous. Voilà, ça la protège effectivement contre d'autres animaux qui peuvent les attaquer. Et les assidus, mais quand même, ils sont sensibles sur la carapace, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça qu'on a vu des tortues qui ont eu la carapace déformée, d'autres cassées, tout ça. Tout ça, c'est des mauvais traitements qu'ils ont reçus en captivité parce que des fois, les gens en abusent et donc, du coup, pensent que la tour n'est pas sensible sur la carapace. Et donc, du coup, ça fait des dégâts, pensant que la tour n'est pas sensible. Alors que ce n'est pas le cas parce que, bon, comme ils ont aussi la colonne vertébrale qui est directement collée à sa carapace, elle a aussi des terminaisons nerveuses qui les permettent de sentir tout ce qu'on peut lui faire. Maintenant, bon, comme elle est de nature très calme, que généralement ne fait pas de bruit, à part au moment de l'accouplement avec une carapace qui est assez dure, on pourrait effectivement penser qu'elles ne sont pas sensibles et du coup, donc, elles subissent des mauvais traitements à cause de ça aussi. Ce qui est vraiment dommage aussi, voilà. Leur peau est dure. À y regarder de plus près, on peut même se rendre compte qu'elle est principalement composée d'écailles, des petites plaques rigides qui sont elles aussi relativement sensibles. Donc ça crée des tirés, on l'a vu, parce qu'en fait, elles ont besoin de réguler aussi la température en fonction maintenant du temps qu'il fait. Surtout donc, lorsqu'il fait assez chaud, elles ont besoin donc, d'aller dans un endroit où il fait plus frais, comme ça leur permettra de réguler la température. Et avec les pattes avant, justement, ils créent des tirés assez profonds qui peuvent aller jusqu'à 5 à 6 mètres de profondeur. Si elles peuvent creuser si profond, justement, c'est que leur poids leur permet de développer une force certaine. À l'âge adulte, une tortue sulcata peut atteindre 60 kg pour une femelle et 100 pour un mâle. De quoi dissuader d'en prendre une à la maison. Et pourquoi dissuader Kessen? Bonsoir. Bonsoir Mamadou. C'est propre, silencieux. Si on a de la place, c'est l'animal rêvé.
Pas vraiment en fait, déjà parce que ça vit très très longtemps, donc c'est à vos risques et périls. Si votre enfant vous demande une tortue, peut-être que vous l'achèterez minuscule, de l'ordre de quelques centimètres, mais d'ici 40, 50, 60 ans, elle risque, en plus de ça, on l'a vu dans le reportage, de devenir extrêmement grosse et de prendre beaucoup de place chez vous. En plus de ça, les terriers qu'elle creuse peuvent causer des soucis lors de la domestication, notamment parce que se retrouver avec un animal fouineur dans une maison, c'est pas toujours pratique quand on a des carreaux, du carrelage au sol ou quoi. C'est vrai que ça fait quand même énormément de dégâts, et puis aussi parce que on a tendance à l'oublier, mais la tortue, ça ne mange pas de la salade. Certes, c'est herbivore, ça mange des branchages, des feuilles, mais tout ce qui est salade, carottes, pommes de terre sont extrêmement mauvais pour leur système digestif. C'est donc très difficile à entretenir, et en plus, encore une fois, comme on l'a vu, c'est silencieux, donc on ne sait pas vraiment si on leur fait du mal ou pas, et parfois c'est bien dommage. C'est pour ça que toutes ces tortues se retrouvent au centre de protection. C'est parce que les gens n'avaient pas conscience, soit que ça deviendrait si envahissant, soit que c'était si difficile à entretenir. Les naissances maintenant, tout comme dans le dessin animé, on voit rarement Franklin avec ses parents. On n'a pas vu non plus dans votre reportage de mamans tortues avec leur bébé. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles s'en occupent pas. Les tortues se reproduisent, donc il y a fécondation. Ensuite, des œufs se forment dans le système de la tortue, qu'elle éjectera un peu plus tard, mais une fois qu'elle les a pondus, elle s'en lave les mains. Elle ne retournera jamais voir ses petits, ce qui fait que les œufs sont extrêmement vulnérables, notamment par rapport aux autres prédateurs qui peuvent se trouver dans la nature, qui s'y attaquent et qui s'attaquent également aux tortues lorsqu'elles sont petites. Vous l'avez vu à la fin du reportage, 40 cm, c'est facile à attaquer. En revanche, quand elles sont adultes, c'est nettement plus difficile. Donc, on peut dire qu'elles n'ont pas vraiment la fibre maternelle. À pas de tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est de... Jean de La Fontaine ? Bravo. Je vais vous prendre au mot et je vais m'en aller. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, et notre animal... Bon, je crois qu'on a encore un peu de temps pour y réfléchir en ces temps difficiles, mais peut-être qu'on s'intéressera à celui par qui toute cette pandémie a commencé, non ? Oui, ce serait quoi? Le singe, chauve-souris ou je sais pas. Vous ne savez pas? Le poisson, non, ce sera la semaine prochaine. Il s'avère que le coronavirus serait venu, d'après ce que disent actuellement les scientifiques, d'un animal. Ce sera l'occasion de le découvrir. Ah ben voilà, très bien. Merci, Kessel. Très bien, bonne soirée. Et bonne soirée. C'est la fin de cette totale, mais retenez cette information. Demain, c'est une réunion importante présidée par le chef de l'État. Il s'agit du Conseil national de sécurité. D'importantes mesures pourraient sortir de cette rencontre. Elle portera naturellement sur la pandémie du coronavirus qui affecte également le Sénégal, une totale qui a été largement dominée par cette épidémie. D'ailleurs, coronavirus, c'est vrai, mais les idées ne s'arrêtent pas. C'est pour cela que Sophie Abba vous donne rendez-vous ce soir dans l'émission Idées. Merci à Khalifa Diakhaté pour la rédaction en chef. La réalisation est de Masmoub. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Bonsoir, rendez-vous la semaine prochaine.